La parole aux négresses, Awatiam. Le blanchiment de la peau, le mal noir de la deuxième moitié du XXe siècle. Citation de Frantz Fanon, extraite de Peau noire, masque blanc. Depuis quelques années, des laboratoires ont projeté de découvrir un sérum de dénigrification. Des laboratoires, le plus sérieusement du monde, ont rincé leurs éprouvettes, réglé leurs balances et entamé des recherches qui permettront aux malheureux nègres de se blanchir et ainsi de ne plus supporter le poids de cette malédiction corporelle. Le sérum de dénigrification a-t-il été finalement découvert? On a parlé, à ce propos, de leucémie, augmentation de globules blancs dans le sang. Toujours est-il qu'il existe des savons et crèmes qui permettent aux noirs de se dénigrifier. Ceci serait réservé à l'origine au traitement de l'acné et de la séborrhée. C'est ainsi qu'entre autres Asepso se révèle avoir des vertus curatives. L'inconvénient que présentent ces crèmes et savons est qu'ils éclaircissent le teint du noir, quoique médicalement ils puissent être très efficaces contre les boutons. Des femmes noires en font usage en permanence. Elles en abusent alors même qu'elles n'ont ni furoncle ni acné. Leur seule motivation, s'éclaircir le teint, pensant de la sorte être plus appétissante en tant qu'objet sexuel aux yeux de l'homme noir. En effet, un mythe a longtemps prévalu et prévaut encore en Afrique noire, selon lequel la femme noire au teint clair serait plus belle que celle au teint plus foncé. Il n'a aucun contenu de vérité. On peut avoir la couleur de l'ébène et être d'une grande beauté. Les femmes n'ont pas à jouer le jeu des hommes. D'où provient ce mythe? Sous la plume de Jacques Marciro, nous trouvons une allusion à la femme de teint clair. Je cite, « Chez les Thomas d'Afrique, où existe la polygamie, les chefs ont une épouse fétiche choisie pour la teinte claire de sa peau. Elle se distingue des autres femmes parce qu'elle est respectée, son mari ne la bat pas, et que toute activité ménagère ou autre lui est interdite. Elle a un rôle quasi religieux de porte-bonheur. » Extrait de Histoire des rites sexuels, publié aux éditions Robert Laffont en 1971. Si cette femme de teint clair est source de bonheur pour son mari, c'est tout simplement parce qu'elle-même se trouve dans une situation de privilégiée par rapport à ses coépouses qui, elles, ne sont pas respectées, sont battues et peuvent à tout instant être répudiées. Aussi, afin de préserver cette situation, cherchera-t-elle à faire le plaisir de son mari, son bonheur. Privilégiée au plan affectif, elle l'est aussi au plan de la productivité. Elle ne fait rien. Bref, les mythes sont des mythes. Nous vivons à l'heure actuelle des réalités qui n'ont rien de mythique. Le blanchiment de la peau est devenu un mal noir des sociétés négro-africaines. Et au moment même où nous rédigeons ces lignes, il doit y avoir certainement des millions de femmes, des femmes africaines, qui portent des crèmes sur leur visage, leur corps ou qui se savonnent avec ces produits dénigrifiants. La femme noire s'aliène, l'homme noir aussi. Et tout encourage cette aliénation. La radio, les journaux, les mass-médias. Il serait amusant d'éplucher les journaux ou magazines dits féminins destinés aux sociétés africaines. Il n'est pas rare de trouver une page entière consacrée à la publicité de ces produits. Nous avons été amusés par l'une de ces formules. Je cite, « Ils vont, ils viennent, on les remarque. Ils ont le chic Ambi. Ambi est une marque d'une crème éclaircissante ayant envahi tous les marchés africains et qui est fabriquée depuis quelques années en Côte d'Ivoire. » Fin de citation. Accompagné de photos de couples ayant sans doute consommé des kilos et des kilos de savon et de crèmes éclaircissantes. Aliénation. Présence de la société de spectacle. Société de consommation. Par quoi l'être colonisé ou néocolonisé et sous-développé doit-il se faire remarquer? Par le blanchiment de sa peau avec des produits éclaircissants au lieu de s'armer contre le développement du sous-développement et de chercher à s'en sortir? Non. Par le blanchiment de la peau par métissage,
non plus. Même dans le cas où le blanchiment de la peau est une résultante de la cohabitation de races différentes noires et blanches, il revêt une signification idéologique. Blanchir sa descendance, blanchir sa race, tel a été le précepte largement admis et mis en pratique par les Noirs des Antilles ou d'Amérique. Et cela dans la mesure où la population noire de ces régions se trouvait confinée dans la misère la plus sordide. En sortir, telle était leur obsession. Ils pensaient que la seule issue, si illusoire puisse-t-elle être, est de se hisser au statut du blanc. Dans quelle mesure était-ce possible? Par le travail? Non. Filles et fils d'esclaves noirs transplantés, négresses et nègres ont été sous la domination de leurs maîtres blancs. Les rapports de dominant à dominé que leurs maîtres entretenaient avec eux ne leur permettaient guère d'être des hommes aussi libres que ceux-ci. Esclaves, minorités désarmées et transplantées, les communautés noires des Antilles et d'Amérique ont souvent préféré étouffer leur révolte en souffrant intérieurement au lieu de s'insurger, de lutter les armes à la main. La misgénération a donné naissance à des métis, une nouvelle catégorie d'individus privilégiés par rapport aux femmes noires et aux hommes noirs. Elle apparaissait alors comme un facteur de promotion sociale pour la communauté noire. La femme métisse cherchait le plus souvent à se marier à un blanc. Elle permettait ainsi à ses enfants de devenir blancs, donc d'appartenir par son intermédiaire à la société des maîtres, ou simplement des hommes, les blancs. Et cela d'autant plus que dans cette partie de l'univers, l'homme de couleur a été un sous-homme. Cela a été autant pratiqué aux Antilles qu'en Amérique latine. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, la misgénération cause des problèmes, particulièrement à la population féminine. Prenons le cas de la Colombie où apparaît un désaccord profond entre les femmes de couleur, métisses ou femmes noires au teint foncé, et les femmes blanches. Ces dernières s'imaginent que celles-là n'ont rien d'autre en tête que d'avoir des enfants de blancs, donc de leur prendre leur mari blanc. La catégorie d'opprimés que constituent les femmes se trouve par là même divisée. Quel est le but poursuivi par cette politique de blanchiment? L'assimilation, le maintien, la survivance des races dans leurs différences? La question reste posée. Que la rencontre des races débouche sur un métissage physique et culturel, il n'y a là rien à objecter. Que ce métissage tende à l'anéantissement concerté d'une communauté, qu'elle soit juive ou noire, il devient condamnable, tout comme un génocide. Ici, cela équivaudrait à long terme à la dissolution de l'être nègre-noir, c'est-à-dire à la disparition pure et simple du nègre au teint noir. Le blanchiment de la peau par la misgénération rappelle à certains égards celui opéré par l'usage de produits éclaircissants. La couleur noire du noir est le fait de la présence de mélanine localisée dans les cellules mélanifères de l'organisme. Celui du blanc en contient aussi, mais elle y est inhibée et ne se manifeste que lorsque sa peau est exposée au soleil, donnant ainsi à celle-ci la couleur brune du bronzage. L'usage de savons et crèmes éclaircissants produit, sur la peau noire, une desquamation et un effet inhibiteur. La peau se détache, la mélanine s'inhibe. Un éclaircissement graduel s'opère. Plus il sera fait usage de ces produits, plus le teint s'éclaircira, donnant des teintes qui se rapprochent de celles des métisses, mais avec des nuances différentes. Pour un œil exercé, un individu éclairci ou blanchi de la sorte est vite repéré. Par mesure économique, certaines femmes noires ne peuvent pas s'offrir une quantité suffisante de ces produits pour se blanchir tout le corps. Alors, elles ne s'en passent que sur le visage. C'est ainsi qu'on peut observer dans les milieux défavorisés des visages éclaircis qui tranchent sur des corps tout noirs ou de nuances différentes. Les produits éclaircissants inondent les marchés, que ce soit en Amérique, en Afrique ou en Europe. En effet, à New York, à Londres, à Paris, à Abidjan ou à Lagos, pour ne citer que ces villes, les femmes noires en trouvent en vente. On est en droit aujourd'hui de se poser la question de savoir en vue de quel objectif ceux-ci ont été découverts. La couleur noire inquiète-t-elle au point que le besoin de blanchir les noirs ait germé dans la tête des inventeurs de produits blanchissants?
Blanchir les noirs physiquement, après leur avoir blanchi la cervelle, en attendant de les rendre définitivement non crépus, avant qu'ils ne fassent perdre à la race blanche de sa pureté, ces questions restent posées. Cependant, ce que ne disent pas ceux qui déversent les produits blanchissants sur les marchés, c'est qu'une peau blanchie est une peau fragilisée. Elle ne tient plus lieu de filtre des rayons solaires et devient, par là même, vulnérable. Elle s'expose ainsi à une cancérisation qui serait consécutive à une ulcérisation. On blanchit à volonté de nos jours, l'aliénation et la publicité mensongère aidant. Des mesures devraient être prises contre les journaux qui font paraître la publicité de ces produits blanchissants. Qu'ils soient boycottés ou interdits par les États africains, qu'un retrait de ces produits des marchés africains soit effectué. Qu'une campagne d'information objective soit menée auprès des femmes noires tout comme des hommes noirs. Que la couleur noire soit portée par la femme noire et par l'homme noir avec dignité et fierté. Toute incitation à la consommation des produits blanchissants, médicalement reconnus nocifs pour l'organisme, devrait être mise en cause par les femmes en lutte. En fait, ce qui permettrait réellement de radier ce mal noir du XXe siècle des sociétés africaines, ce serait une prise de conscience radicale chez les femmes noires et les hommes noirs de leur être et un bouleversement radical des systèmes qui cautionnent et encouragent, d'une manière ou d'une autre, une telle pratique. Être une femme noire ou un homme noir et garder à l'heure actuelle son teint naturel, c'est un signe de prise de conscience. Être une femme noire ou un homme noir et conserver son teint naturel, c'est aujourd'hui démystifié et démythifié. La couleur noire n'est pas laide. Le teint noir vaut autant que le jaune ou le blanc. Les critères de beauté diffèrent d'une civilisation à l'autre, d'une société à une autre. La relativité est partout présente. Nègre blanchi ou nègre noir, le nègre sera toujours un nègre. Donc, pourquoi se définir par rapport à autrui? Le blanc, par exemple. Que celles et ceux qui se blanchissent la peau et qui craignent par un arrêt de l'usage de produits blanchissants de retrouver leur vrai teint de femme noire ou d'homme noir, ce qui arrive effectivement, songent à ceci. Je cite, « On a beau peindre blanc le pied de l'arbre, la force de l'écorce en dessous crie. » Fin de citation, extrait du livre écrit par Aimé Césaire, Et les chiens se taisaient, publié aux éditions Présence africaine en 1974. Et qu'ils se disent qu'il n'y a aucune honte à retrouver son teint naturel, pas plus d'ailleurs qu'à conserver des cheveux crépus. Pour la plupart des femmes noires, ce défrisage ne se faisait pas sans dommage, causant souvent des chutes de cheveux, des brûlures du cuir chevelu et des oreilles surtout. La femme noire, par le port de la perruque lisse, traduit un grand désir, fût-il inconscient, de se conformer à l'esthétique européenne. Qui pose les critères de beauté européenne comme valeurs absolues pour des sociétés africaines? Certainement pas la femme noire. Mais le colon, le colonisé, et après eux, le néocolonisé. En effet, la femme noire s'était montrée plus conservatrice que l'homme noir qui, aliéné par un matraquage idéologique trop marqué, s'est détourné de plus en plus de la société traditionnelle dans laquelle il avait été élevé. Et cela au profit d'une société où il n'est pas intégré. La société blanche, confirmant par là que c'est elle qui incarne l'idéal de la beauté, l'idéal des valeurs absolues. La femme noire, pour plaire à l'homme noir, femme noire en âge de se marier ou mariée, se conforme alors par réaction à l'image que lui renvoie l'autre, la blanche. L'homme noir et la femme noire, loin de se libérer, renforcent par là même leur aliénation.